Alors bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais parler du docteur Raoult et de son combat en ce moment contre l'oligarchie française. Je trouve que c'est un combat extrêmement intéressant et qui me fait extrêmement plaisir. Et donc on va en parler dans cette vidéo. D'abord on va voir qui est le docteur Didier Raoult. Pourquoi le gouvernement ne veut pas soigner avec la chloroquine et ne suit pas les recommandations du docteur. Et enfin, je parlerai évidemment de la corruption des élites et d'une partie du corps médical. Et on verra enfin les conséquences sur notre vie à nous. Voilà, donc Didier Raoult, si on regarde sa fiche sur Wikipédia, professeur de microbiologie, infectiologue, spécialiste des maladies infectieuses tropicales émergentes à la faculté de médecine de l'université d'Aix-Marseille et à l'IHU Méditerranée Infection. Il a reçu en 2010 le Grand Prix INSERM pour l'ensemble de sa carrière, notamment pour son travail sur les virus complexes. Il est l'un des chercheurs français les plus cités avec de nombreuses publications scientifiques à son actif. Il y en a même qui disent sur un site que le docteur Raoult est le spécialiste, le top-rated spécialiste des maladies infectieuses dans le monde. Donc le mec, c'est une pointure. Alors l'IHU de Marseille, qui a été créé et inauguré en 2018, avec un budget assez important, puisqu'il a reçu une subvention de 72 millions d'euros. Et donc M. Raoult est à la tête de cet institut, qui est dédié au diagnostic, à la prise en charge et à l'étude des maladies infectieuses, y compris les soins, la recherche et l'enseignement. Il y a 800 collaborateurs dans cet institut, donc c'est pas le petit hôpital de campagne, c'est vraiment un gros institut. Et donc le professeur Raoult est à la tête de cet institut. Alors ses recommandations sont extrêmement claires, il l'a dit dans plusieurs vidéos qu'il a publiées sur YouTube, j'imagine qu'il le dit aussi sur son site, sur le site internet de l'IHU, qui recommande en fait aux patients qui ont été détectés positifs au virus un traitement à base de chloroquine, 200 mg 3 fois par jour pendant 10 jours, associé à de l'azithromycine qui est un antibactérien, 500 mg le premier jour, puis 250 mg par jour pendant 5 jours. Et il précise bien dans ses vidéos et dans ses discours qu'il faut le donner au début de la maladie, c'est-à-dire au moment où la personne est détectée positive au virus, et qu'à la fin, lorsque les poumons sont déjà attaqués, en fait, là, ça ne sert plus à rien. Donc c'est ce que je disais dans d'autres vidéos. Alors bien sûr, je ne suis pas un spécialiste, mais j'expliquais qu'en gros, le virus, il ne se tue pas, parce que c'est en fait une protéine, donc c'est pas vivant, et ça transmet en fait de l'information qui se duplique dans les cellules du corps, et qu'en fait, ça affaiblissait le système immunitaire. Et donc la chloroquine et l'azithromycine sont deux médicaments en fait qui aident le corps à combattre à la fois les virus et les bactéries, et donc ça aide le système immunitaire à se défendre. Donc par contre, une fois qu'en fait que les symptômes notamment pulmonaires sont enclenchés, ça veut dire que le corps n'arrive plus à se défendre, et donc à ce moment-là, effectivement, ce type de médicament qui n'attaque pas directement le virus en réalité, est inefficace. Voilà. Donc ça, le docteur Raoult l'a bien dit, expliqué en long, en large et en travers. Et on va voir tout à l'heure pourquoi le gouvernement français ne veut pas écouter. Alors l'État français, donc Olivier Véran, Olivier Véreux, je vais l'appeler, ministre de la Santé après la démission de Buzyn. Donc lui, ce qu'il préconise, c'est effectivement d'utiliser la chloroquine, mais que pour les malades hospitalisés les plus graves. C'est-à-dire il dit exactement ce que le docteur Raoult dit de ne pas faire, c'est-à-dire de donner la chloroquine, en gros, quand le patient il va mourir, quoi. Donc pourquoi je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Mais on voit bien déjà la corruption de ce politique qui certes a fait des études de médecine, mais qui ensuite a fait une carrière dans la politique
et donc n'a jamais soigné ni guéri personne. Donc c'est lui qui prend des décisions, malheureusement, pour l'ensemble des Français, ce qui est un scandale. Et voilà, c'est un scandale, il n'y a rien d'autre à dire. Alors pourquoi il a dit ça, hein? Eh ben, tout simplement, c'est simple, c'est que, comme l'a dit le docteur Raoult, une fois que le patient qui est testé positif au virus rentre dans la phase pulmonaire, où ses poumons, en gros, ne résistent plus ni au virus ni aux bactéries, et donc que le patient va mourir, eh ben, on lui file de la chloroquine, et donc comme ça, vous allez entendre dans les jours et les semaines qui viennent que certains patients qui ont été traités par la chloroquine sont morts. Hein. Donc comme ça, l'État français va pouvoir dire, bah, vous voyez, on a suivi le docteur Raoult, la chloroquine n'empêche pas les patients de mourir, au contraire, ça tue les gens. Donc c'est là où il faut quand même bien écouter, bien décrypter les messages, à la fois du docteur Raoult, qui est un vrai professionnel des maladies virales, et le gouvernement et les médias mainstream qui manipulent l'opinion pour éviter que les gens finalement prennent de la chloroquine. Et vous remarquerez qu'ils ne parlent même jamais de l'azithromycine. Pourtant, le docteur a bien spécifié que c'est la combinaison des deux en début de maladie que c'était efficace. Et donc les médias et les politiques français sont en train de mettre en place encore une fois une opération dans l'opération pour complètement décrédibiliser à la fois le docteur Raoult et la chloroquine. Donc, si vous ne pouvez pas comprendre ça, bah, je peux rien pour vous. Et l'autre arnaque qui est en cours, c'est qu'ils manipulent les stats, c'est-à-dire qu'ils disent que les gens meurent du coronavirus. Et moi, je vais vous dire un truc, je vais vous sortir une statistique, c'est que 100% des personnes qui ont mangé des carottes sont décédées. Donc en clair, ça veut rien dire, si vous voulez. En réalité, les gens qui meurent, la très grande majorité des gens qui meurent en étant infectés par le virus sont déjà malades. Hein. Donc je vous invite à regarder ma vidéo, 99% des morts en Italie étaient déjà malades, avaient au moins une, voire deux, voire trois maladies. Et donc le virus, comme il affaiblit le système immunitaire, bah, les gens ne peuvent plus se battre contre les bactéries notamment, et donc meurent en fait d'autres maladies. Et donc, pour être sérieux, si on veut vraiment avoir des statistiques sérieuses, il faut déterminer lorsqu'une personne est morte, si effectivement elle a le virus, mais si elle a d'autres maladies également. Hein. C'est ce qu'ont fait donc, les Italiens. Ils ont fait des statistiques sur les morts et ils ont vu que 99% des morts avaient déjà d'autres maladies. Donc c'est pas parce que le virus est là que les gens meurent du virus en réalité. Il faudrait, pour vraiment le démontrer, que les gens qui meurent du virus n'aient que le virus et aucune autre maladie, hein, ce n'est absolument pas le cas. Voilà, donc pourquoi je dis tout ça? Alors il y en a qui vont me dire, ah, reste dans ta finance et arrête de nous parler du virus. Pourquoi j'ai de l'avance en fait sur l'ensemble, sur beaucoup de gens sur ce sujet-là? C'est qu'il y a 10 ans, j'ai étudié à fond le sida. Voilà. Comme je vis en Asie, je m'étais dit, il y a quand même des risques en Asie. Et donc j'avais étudié le sujet à fond sur le sida. Et donc c'est là où j'étais arrivé à la conclusion que le sida, effectivement, était un virus qui affaiblissait le système immunitaire, mais que la très grande majorité des gens qui mouraient avec le sida, en réalité, mouraient d'autres maladies. Hein. Souvent, c'est pour ça que le sida touche beaucoup, notamment, de personnes qui sont droguées. Hein. Et qui ont donc déjà un système immunitaire qui est très affaibli. Et donc quand vous rajoutez le virus du sida là-dessus, bah, ils se tapent des maladies justement type pneumonie et autres maladies graves qui, elles, tuent. Et donc c'est pour ça que quand j'ai vu arriver le couillonavirus,
J'avais déjà, moi, étudié le sujet des virus et de leur impact sur la santé. Et ma conclusion à l'époque, c'était qu'en fait, le sida, si on était en bonne santé, ça posait absolument aucun problème, qui pouvait venir s'installer dans le corps, qui pouvait éventuellement repartir. D'ailleurs, le professeur Montagnier l'a avoué dans une vidéo, hein, que le virus du sida n'était pas forcément permanent dans le corps. Et même si le virus est dans le corps, c'est pas pour ça que une maladie se déclenche en réalité. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont testés positifs au sida et qui vivent quasiment normalement, mais qui doivent évidemment faire attention, notamment l'hiver, quand le système immunitaire s'affaiblit. Donc le virus, le couillonavirus, c'est la même chose. On peut très bien vivre avec. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens en fait qui sont testés positifs au virus, même si les tests, hein, leur fiabilité est très discutable, et qui survivent. Et il y en a qui n'ont absolument aucun symptôme. Il y en a qui ont eu des symptômes, mais qui s'en sont remis. Donc la question, c'est est-ce que ce virus tue réellement ou pas? Moi, je pense que non. Je pense que le virus, il affaiblit le système immunitaire et que si celui-ci est déjà faible, eh bien, ça laisse la place effectivement à d'autres maladies, et notamment toutes les maladies bactériennes. Et du coup, effectivement, on peut en mourir. Voilà. Et donc, là, c'est comme la grippe, si vous voulez. Chaque hiver, il y a entre guillemets une épidémie de grippe. Euh, alors qu'en réalité, on ne sait pas. On ne sait pas si c'est vraiment une épidémie qui se transmet ou si les gens qui ont déjà eu la grippe, eh ben, c'est ce que je dis, c'est qu'ils ont déjà le virus à l'intérieur. Simplement, les symptômes disparaissent en général à la fin de l'hiver et réapparaissent pendant l'hiver, quand il fait froid, sombre et que les gens sont déprimés. Euh, voilà, donc pour moi c'est ça le fonctionnement des virus. Alors je suis pas spécialiste, hein. C'est mon analyse. Je suis sur ma chaîne YouTube, donc je dis ce que je veux. Ceux à qui sont pas d'accord, bah, vous avez le droit, ça me dérange absolument pas. Mais c'est pas parce que vous n'êtes pas d'accord que vous êtes obligé d'insulter les gens qui sont pas d'accord avec vous. Alors la chloroquine, c'est un antipaludique qui a été commercialisé très largement depuis 70 ans. Elle a 70 ans, ça fait 70 ans que les gens l'utilisent, que les médecins la prescrivent, notamment pour les gens qui partent dans les régions tropicales. Donc c'est ce qu'expliquait un collaborateur du docteur Raoult, c'est qu'ils ont donné de la chloroquine, ils ont continué à en donner peut-être à 1 milliard de personnes sur Terre. Depuis 70 ans, à des gens qui sont en bonne santé, puisque c'est aussi considéré comme un traitement préventif, mais également comme un traitement curatif. Donc là, l'État, quand il dit bah, on ne sait pas, il y a des effets secondaires, il y a des risques, on ne sait pas, c'est de la connerie, c'est du bullshit total. Et là, on reconnaît les médias et soit leur manque d'intelligence, soit leur soumission à l'oligarchie, qui répètent ça en boucle. Voilà. Tout ça pour empêcher que les gens se soignent. Donc il y a quand même des effets secondaires, comme tout médicament, c'est quand même une saloperie, hein. Tout ce qui est chimique, c'est de la saloperie, mais voilà, ça peut être utile. Et évidemment, les effets peuvent être graves si on s'approche du seuil de toxicité, et ça c'est le terme technique. Mais en gros, si on en prend trop, effectivement, on va pas être bien, hein. Ça c'est évident, hein. C'est comme si on prend trop de drogue, on fait une overdose. Si on boit trop, on devient saoul. Si on roule trop vite, on risque plus d'accidents graves. Et si on bouffe trop de pâtes, on va être malade, hein. Si on bouffe trop de ce que vous voulez, de sucre, on va être malade aussi. Donc c'est sûr que la chloroquine, si on en bouffe trop, on va être malade et ça peut même être dangereux, hein. Mais à partir du moment où on respecte donc les doses qui ont été indiquées par le docteur Raoult, il n'y a absolument aucun problème. Alors, pourquoi le gouvernement traîne des pieds? Donc encore une fois, je vous rappelle que le nom français, le mot français gouvernement, c'est gouverne et ment.
Voilà. Donc les gens qui n'ont toujours pas compris que le gouvernement mentait, mais sur tous les sujets, faut se réveiller un peu. Hein. Voilà, faut se réveiller un peu et arrêter de regarder TF1 et de croire ce que dit TF1 et tous les autres médias mainstream. Alors, comme vous avez pu le constater, et j'en ai parlé dans ma vidéo La France a basculé dans le totalitarisme, eh bien, cette crise, c'est la crise rêvée pour tous les gouvernements de la Terre en ce moment, pour imposer des mesures totalitaires au nom du méchant virus. Donc ça, c'est le premier intérêt. Le deuxième intérêt qu'on a constaté également, c'est que ça a fait remonter la popularité de tous les chefs d'État, notamment de M. Macron. Donc ça, c'est un bénéfice secondaire, on va dire. Et puis, ce dont personne ne parle, mais moi, ça fait depuis 2013 que j'en parle, publiquement en tout cas, via mes vidéos, eh bien, c'est qu'en réalité, les causes du crash de la France, elles existent depuis 1973. Et notamment depuis la fameuse loi du 3 janvier 1973, qui est le point de départ de la dette française, sur laquelle l'État français paye des intérêts, alors qu'avant l'État ne payait pas d'intérêts. Donc pour ça, j'ai raconté tout ça, toutes ces histoires, sur le site vidéo.investisseurpro.com. Donc quand je vends ma formation, je les mets en ligne, et puis quand la formation n'est plus vendue, je les enlève. Donc profitez-en. J'explique bien les causes du crash. Et donc ce virus également est une opportunité rêvée pour l'oligarchie de faire croire aux gens que le crash est causé par le coronavirus. Voilà. Alors qu'en réalité, le crash est causé par le système financier, l'oligarchie bancaire, etc. Et donc c'est exactement comme le 11 septembre 2001. Le crash des actions avait déjà commencé en 2000. Mais les gens se souviennent du 11 septembre 2001 et pour eux, le crash est associé au 11 septembre 2001. Donc là aussi, le crash de la France et du monde d'ailleurs va être associé au coronavirus. Et donc, Madame Michu ne va pas faire le lien entre le crash et le système monétaire dans lequel nous vivons, qui est un système esclavagiste et qui est la source et la cause des booms et des crashs. Alors, le modus operandi, problème, réaction, solution, je l'ai déjà bien décrit dans ma vidéo La France a basculé dans le totalitarisme. Mais voilà, donc ils utilisent problème, réaction, solution à chaque fois, c'est-à-dire que pour mettre en place une solution impopulaire comme des mesures totalitaires, ils ne peuvent pas le faire directement, donc ils génèrent un problème qui va générer une réaction de la population, qui va demander une solution, et la solution, c'est comme par hasard, c'est la solution qui nous ramène, qui nous a fait basculer vers un état totalitaire. Donc ils ont fait le coup plusieurs fois, avec le terrorisme, hein, souvenez-vous. Donc Valls, à l'époque, nous avait dit « habituez-vous à vivre avec le terrorisme ». Ce qui veut dire habituez-vous à vivre avec des mesures déjà à l'époque totalitaires, les couvre-feux, l'armée dans les rues, etc. Alors que Poutine, lui, il avait dit, il n'avait pas dit aux Russes de s'habituer au terrorisme, il a dit on va aller les buter jusque dans les chiottes s'il le faut. Le climat, je passe rapidement dessus parce que 99% des Français sont encore complètement brainwashed par ces histoires de réchauffement climatique. Donc là aussi, c'est un moyen de peur et de taxation, de contrôle des États sur la population vis-à-vis d'un climat qui, paraît-il, s'est réchauffé et va continuer de se réchauffer. Et bientôt, on se retrouvera tous en slip, il n'y aura plus de neige, il y aura plus le niveau des océans va monter, etc. Alors que le climat, il se réchauffe et il se refroidit depuis que la Terre existe. Hein. Si vous voulez, le climat, il n'a pas attendu l'homme pour se réchauffer ou pour se refroidir. Et si vous regardez les courbes de température, il y a des périodes de réchauffement, il y a des périodes de refroidissement. Et ce qui est bizarre, c'est qu'elles ont tendance à alterner. Hein. On n'a jamais vu une courbe comme ça ou une courbe comme ça.
Et donc, voilà, donc effectivement, la Terre s'est réchauffée ces dernières années, mais personne ne sait si elle va continuer à se réchauffer ou si elle va se refroidir ou si ça va stagner, hein. Personne ne le sait, ils sont déjà pas foutus de prévoir la météo à 15 jours. Comment voulez-vous qu'ils prévoient le climat sur les 10 prochaines années? Voilà, donc je vais pas m'étendre là-dessus parce que 99% des gens pensent que le climat se réchauffe. Alors que je l'ai déjà expliqué aussi dans une vidéo, je sais plus laquelle, celle-là, que le vrai problème, c'est pas du tout le climat, parce que de toute manière, on n'a aucune action, l'homme n'a aucune action en réalité sur le climat, c'est bien sur la pollution. Le vrai problème, c'est la pollution, hein. Et donc là, on le voit d'ailleurs en ce moment, c'est un des effets bénéfiques, on va dire, des mesures totalitaires prises par les gouvernements, c'est que la Terre arrête, la société s'arrête de consommer dans tous les sens. Et donc il y a beaucoup moins de pollution au niveau de l'air dans les grandes villes, au niveau des eaux, etc. Donc voilà, donc là-dessus je laisse les gens, le 1% qui se pose des questions et qui ne gobe pas tout ce que dit TF1 et le gouvernement et les médias mainstream, investiguer sur le sujet et la réalité du sujet. Et donc aujourd'hui, voilà, je vous la remets là, celle-là, hein, pour bien que vous compreniez le modus operandi. Valls aux adolescents qui nous disait à l'époque, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était en 2015, habituez-vous avec le terrorisme. Et hop là, 5 ans plus tard, Édouard Philippe, les Français doivent se préparer à un effort long. Voilà. Et ouais, je pense qu'ils ont quand même été briefés un minimum par leur maître, qui leur a expliqué ce que je vous ai expliqué, c'est-à-dire qu'un virus, ça se tue pas, ça reste, et donc chaque année, il revient. Et donc chaque année, ils vont nous ressortir, ah ça y est, on a un cas de coronavirus là. Faut se mettre en quarantaine, faut éviter d'aller prendre de l'air pur en montagne ou à la mer. Et surtout, il va falloir vacciner. Donc moi je pense que la vaccination va devenir obligatoire. Je pense que c'est vraiment l'objectif premier de cet événement. Éventuellement, il y aura peut-être même un impôt contre le virus. Et puis toutes les mesures temporaires où il faut signer un papier là, pour avoir l'autorisation d'aller pisser. Et ben, je pense que la réalité, c'est que ces mesures sont certes temporaires, mais pas d'un point de vue légal. Et donc, je pense que le gouvernement va se donner un certain nombre de droits, de contrôler donc sa population, et que ces mesures temporaires vont pas être si temporaires que ça, et qu'elles vont être ressorties en fait à chaque hiver, à chaque fois que le méchant virus va se réactiver. Alors la chloroquine, le problème de la chloroquine, c'est que c'est pas un vaccin, donc on va pas pouvoir l'injecter comme ça. Que 2, ça coûte vraiment pas cher, je crois que ça coûte quelques euros, hein. Et donc comme par hasard, alors vraiment ça c'est un hasard aussi, vraiment une pure coïncidence, le seul fabricant français de chloroquine est en faillite, et donc il ne peut pas fabriquer. Voilà. Donc c'est pas lui qui va fabriquer, hein, ça va être évidemment des grandes sociétés pharmaceutiques. Voilà. Mais ça c'est vraiment un hasard, c'est fou les hasards quand même. C'est comme le fait que Agnès Buzyn a déclaré, a mis en place un texte de loi qui disait que la chloroquine était une substance dangereuse en janvier 2020. Ça aussi c'est un hasard, vraiment. Alors c'est fou ces hasards quand même, hein. Alors la vaccination, pourquoi la vaccination? D'abord c'est rentable, ça coûte cher, et ça coûte cher ça coûte pas cher à produire, mais ça coûte cher à la vente. Donc là, c'est rentable pour les labos pharmaceutiques. Le deuxième avantage, c'est que ça permet d'affaiblir le système immunitaire, parce qu'il y a un certain nombre en plus des cellules actives, ils mettent un certain nombre de saloperies là-dedans, notamment des métaux lourds, ce qui permet donc d'affaiblir le système immunitaire des gens qui se font vacciner en réalité. Et donc ça rend les gens plus faibles, donc plus malades, et donc puisqu'ils sont plus malades, faut les soigner. Et on les soigne avec quoi en France? Eh bien avec des médicaments. Voilà.
et les médicaments qui sont vendus par des multinationales pharmaceutiques. Voilà. Donc la boucle est bouclée. Et puis l'autre point où là je pense que je suis un peu encore en avance, mais pas de beaucoup, hein, ça va juste prendre quelques années à mon avis, c'est que à terme, à l'intérieur des vaccins, et je soupçonne quand même que ça arrive même dès l'année prochaine pour le vaccin contre le virus, c'est qu'ils pourront injecter en même temps que le vaccin une puce. Donc il y a déjà un projet qui s'appelle ID 2020, donc en anglais ID 2020, parce que ID c'est Identity. Hein. C'est Identity, c'est la pièce d'identité en anglais, c'est le raccourci. Et donc les grandes entreprises pharmaceutiques et Microsoft, avec l'autre pourriture de Bill Gates qui vaccine toute l'Afrique, eh bien l'objectif c'est de combiner donc la vaccination et donc les puces implantables pour créer donc une puce d'identité numérique, c'est-à-dire que il y aura votre identité et ça permettra de vous identifier dans un système informatique mondialisé qui sera là pour aider les gens à être en meilleure santé, éviter que les gens se rapprochent trop quand il y a une épidémie. Voilà, donc c'est le rêve ultime d'un État totalitaire. Hein. C'est la crypto-monnaie, la monnaie électronique, donc la disparition du cash. C'est pour ça qu'en ce moment, tous les journaux, les médias nous bassinent le mou en disant que le virus pourrait se transmettre via l'argent liquide, via les billets de banque et les pièces, et donc et surtout les billets de banque, hein, parce que les pièces, il y a du métal, donc ça, les virus, ils n'aiment pas trop. Donc via les billets de banque, et donc comme par hasard, ça tombe bien, depuis plusieurs années, les États dans le monde entier et l'État français diminuent le montant légal autorisé pour faire des achats en cash. Et donc ça, comme je l'ai déjà annoncé dans plusieurs vidéos depuis plusieurs années, l'objectif c'est de supprimer complètement le cash et de transformer toute la monnaie en monnaie électronique. Et en plus avec une puce qui sera injectée en même temps que le vaccin, comme ça les gens ils le verront même pas et ça se passera bien. Alors en termes de tracking, comme apparemment on n'a pas encore la puce à l'intérieur du corps, les opérateurs télécoms se mettent d'accord en ce moment pour partager leurs données avec les États, pour traquer les gens en fait, pour voir s'ils restent bien chez eux et s'ils respectent bien le confinement. Voilà. Donc bon, je pense pas que ce soit vraiment nécessaire parce qu'aujourd'hui, comme 90% des Français sont pour le confinement et qu'il y en a beaucoup qui sont prêts à dénoncer leurs voisins qui oseraient sortir dehors et aller faire du ski de rando, hein. Il n'y a pas vraiment besoin, mais bon, voilà. Donc le tracking via le téléphone portable. Donc aujourd'hui, c'est effectivement le meilleur moyen de traquer les gens, c'est le téléphone portable. Et puis demain, donc, ça sera la puce. Voilà. Alors, ce que comprennent pas les gens, et la majorité, c'est pour ça que je fais ce type de vidéo complotiste, entre guillemets, mais c'est que les dirigeants politiques sont complètement corrompus. Il y a pas... Les gens, ils font confiance à un mec qui, il y a quelques mois, balançait donc des lacrymos dans la gueule des manifestants, donc des gilets jaunes, qui essayaient de sauver donc au minimum un peu leurs droits sociaux, donc les retraites, l'assurance chômage et les soins de santé. Donc le mec, il y a 2 mois, il balançait des lacrymos et puis les balles là, qui ont éborgné un certain nombre de manifestants. Et après, 2 mois plus tard, il vous explique l'avis sur le vaccin et enfin pas sur le vaccin, sur le virus et le fait qu'il fallait pas écouter le docteur Raoult sur la chloroquine. Alors il y a une très bonne vidéo là, sur YouTube que je viens de regarder du professeur Éric Chabrière
qui est interviewé, donc je crois que sur LCI, donc LCI, voilà, qui est un collaborateur du docteur Raoult, qui est plutôt spécialisé, lui, sur le VIH, donc le sida. Et donc, ces journalistes qui ne sont pas chômeurs, hein, comme dirait l'autre, un journaliste, c'est soit une P, soit un chômeur. Donc, eux, ils ne sont pas chômeurs, les journalistes de LCI. Et donc, ils l'ont interviewé. Et donc, avec l'intelligence de leur race, les journalistes, c'est-à-dire qu'ils savent très bien manipuler et donc insérer des demi-vérités dans leurs questions. Et donc, pour ceux qui regardent et qui connaissent les techniques de manipulation, ils ont essayé de le piéger. Le professeur Eric Chabrière, qui n'est pas habitué évidemment à être interviewé par ces salopards, mais qui s'en sort très bien puisque il a bien, je trouve qu'il a bien esquivé toutes les pots de banane qui lui ont balancé. Et donc il exprime voilà que lui ça fait 20 ans qui prescrit la chloroquine pour les gens qui ont le paludisme ou qui vont dans les zones tropicales à risque, et que le médoc il existe depuis 70 ans et qu'il n'y a pas de danger à partir du moment où on respecte les prescriptions de son médecin et donc le dosage préconisé. Et il répète à plusieurs fois, il comprend pas pourquoi le gouvernement français et le ministre de la Santé n'avalisent pas l'utilisation de la chloroquine et de l'azithromycine. Et il l'a répété plusieurs fois. Bah oui, il comprend pas parce qu'il a toujours pas compris comment fonctionnait le système. Donc lui, c'est sûr, il n'a pas acheté ma formation et puis il n'a pas acheté mon bonus géopolitique. Voilà. Mais voilà. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que toutes les grandes institutions en fait mondiales, donc l'OMS, l'ONU, etc., même la Croix-Rouge, et donc le corps médical en France, eh bien, ils sont toujours corrompus au niveau de la direction. Hein. La direction, il y a un dicton qui dit que le poisson pourrit toujours par la tête. Dans toutes les grandes organisations, en fait, c'est le cas. Et donc, c'est le cas aussi au niveau du corps médical en France. Donc, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Hein. J'ai pas dit que le corps médical était pourri. J'ai dit que la tête, c'est-à-dire ceux qui dirigent le corps médical en France, à commencer par le ministre de la Santé, mais également par l'ordre des médecins, hein, ceux qui sont vraiment à la tête, eh ben, ils sont pourris. Et donc, en réalité, ils défendent les intérêts des labos pharmaceutiques et de l'oligarchie qui contrôle le monde et qui contrôle la France. Voilà. Les docteurs, eux, ils font leur boulot, hein, mais ils le font pas très bien. Là aussi, je ne vais pas me faire des amis, mais bon, les docteurs, en grande majorité, sont endoctrinés pendant leurs études. C'est la médecine allopathique, c'est-à-dire que c'est les symptômes, médicaments, et on élimine les symptômes, mais on ne soigne pas la cause. Voilà. C'est pour ça que la médecine, à mon avis, chinoise est plus efficace. Ils ont quand même une habitude ancestrale de payer leurs docteurs quand ils sont en bonne santé et pas quand ils sont malades. Donc voilà, les docteurs qui ont une approche holistique sont rares, mais ils existent, heureusement. Il y en a qui ont vraiment une approche de santé, c'est-à-dire de favoriser la santé des gens. Mais la majorité, je pense, des docteurs ont une approche de maladie, c'est-à-dire qu'ils soignent des maladies, mais ils ne rendent pas les gens en bonne santé parce qu'ils n'ont pas été formés pour ça. Et que si donc ils ne se forment pas par eux-mêmes, c'est sûr que, voilà, à part prescrire des médicaments, voilà. Donc je ne remets pas du tout en cause la majorité des gens de la médecine française. Et on a des très bons médecins, on a des très bons chirurgiens. Moi, je me suis cassé la patte l'année dernière. J'étais très content d'être hospitalisé et soigné par un chirurgien. Mais moi, je ne vais quasiment... Enfin, ça fait très longtemps que je ne suis pas allé chez un docteur parce que à chaque fois, c'est médoc, quoi.
Je préfère en fait me former sur Internet. Il y a des intervenants maintenant très bien. Je pense par exemple à Irène Grosjean, voilà, qui disent comment être en bonne santé. Voilà. La médecine allopathique, c'est adapté, c'est une médecine d'urgence, c'est-à-dire que on a les symptômes d'une maladie qui peut être plus ou moins grave et donc évidemment qu'il faut se soigner et on peut s'aider à ce moment-là effectivement des médocs que les anglo-saxons nomment à juste raison de drugs, hein. La pharmacie c'est le drugstore, c'est le magasin des drogues. Donc c'est mauvais évidemment, les drogues sont mauvaises, mais à court terme elles aident effectivement à soigner des maladies graves. Mais voilà, donc je préfère une approche de santé. Et la santé, c'est avant la maladie, c'est-à-dire qu'on fait les choses qu'il faut. Donc, par exemple, ça c'est une gousse d'ail, enfin un ail, de l'ail. Et ça, c'est bon pour lutter contre les virus et toutes les maladies. Ça aide à booster le système immunitaire. Et globalement, une santé, une alimentation saine permet d'être en bonne santé. Donc c'est pour ça que je me permets de me la raconter un peu et effectivement de ne pas être très inquiet par rapport à ce virus-là. C'est pas parce que je suis immunisé contre les virus, c'est simplement que ça fait des années que je fais ce qu'il faut pour être en bonne santé. Et donc c'est pas un virus qui me fait peur, si vous voulez. Parce que je sais que même si je devais l'attraper, le virus, il n'y a vraiment quasiment aucune chance que j'en meure, étant donné que je suis en bonne santé. Voilà. Donc, maintenant, j'espère que les médecins n'écouteront pas le gouvernement français et leur ministre de la Santé et oseront effectivement prescrire la chloroquine et l'azithromycine pour leurs patients qui seraient détectés positifs pour le virus. Voilà. Et qu'ils évitent effectivement de le faire quand le mec il est en phase terminale et qu'il va mourir. Alors les infirmières, j'en parle pas, mais cette photo résume tout pour moi. Donc évidemment qu'elles font un travail remarquable dans des conditions difficiles. Et donc voilà, donc évidemment moi je suis très solidaire avec les infirmières. En plus, en majorité ce sont des femmes, donc moi j'aime beaucoup les femmes. Mais voilà, cette photo qui résume bien, hein, alors je ne sais pas si elle est vraie ou pas, hein, si ça se trouve c'est un fake, mais pour moi elle résume bien la situation des infirmières qui sont mal payées, qui travaillent beaucoup, et donc quand elles ont réclamé elles réclament certainement de meilleures conditions de travail et de meilleurs salaires. Si elles ont eu la malchance d'aller manifester avec les gilets jaunes, elles sont pris probablement une balle de paintball dans la tête là, ou des gaz lacrymaux. Voilà. Donc les infirmières, je les soutiens et voilà, très bien. Alors le Didier Raoult, il me fait penser à un mec. Je vais vous dire en fait c'est Uderzo qui est mort il n'y a pas longtemps. Donc Uderzo c'est celui qui a créé avec Goscinny je crois Astérix et Obélix. Et moi le docteur Raoult il me fait penser à Panoramix. Alors bon, c'est pas exactement, effectivement, ils n'ont pas exactement les mêmes traits, hein. Mais la blouse blanche, l'habit blanche, blanc et rouge d'ailleurs, hein. Les cheveux blancs un peu longs, la moustache et la barbe. Et moi, il me fait penser à Panoramix, voilà. Et en plus, il a la potion magique pour, en tout pas guérir le coronavirus, mais en tout cas aider ceux qui ont le coronavirus à ne pas être malades justement ou à ne pas développer de symptômes graves. La question que je me pose, moi, c'est où sont passés les Gaulois qui résistent à l'envahisseur, puisqu'on est dans le thème d'Astérix. Eh ben, il y a un village d'irréductibles Gaulois et qui me fait donc penser au sondage du Figaro qui demandait s'il fallait alourdir les amendes pour les gens qui osaient sortir de chez eux et ne respectaient pas le confinement. Et 90% des lecteurs avaient dit oui et 10% avaient dit non. Donc pour moi, c'est un peu l'état de la France en ce moment.
Même si grâce au professeur Raoult, il y en a de plus en plus qui se réveillent un peu et qui commencent à sentir qu'il y a peut-être une arnaque derrière le truc. Mais voilà. Donc ce qu'ont fait les Coréens qui ont eu moins de 1000 morts, hein, il me semble, et ce qu'ils ont fait, ça marche. Ils ont fait un dépistage sérieux. Je sais qu'en ce moment, il y a une course pour créer des dépistages beaucoup plus sérieux, plus fiables, plus rapides et plus accessibles que le PCR. Qui, je rappelle, est un test où un docteur doit faire un prélèvement, l'envoyer à un laboratoire. Le laboratoire doit isoler la séquence du virus et ensuite le répliquer donc, via la technique PCR pour confirmer que le virus est bien présent. Et donc, il y a un spécialiste allemand qui disait que le test du PCR sur le coronavirus, c'était 30 ou 50% de fiabilité. Et donc je m'étais permis de faire dans une des vidéos, de dire que finalement, en faisant ça avec une pièce, à pile ou face, on avait à peu près le même taux de succès que le PCR. Donc là, il y a des tests, à mon avis, qui sont en train de sortir ou qui vont sortir pour être plus fiables. Donc ça, c'est la première chose, c'est détecter les malades. Enfin, d'ailleurs, c'est pas les malades, c'est détecter la présence du virus chez une personne qui peut très bien avoir le virus et ne pas être malade. C'est comme l'herpès, c'est comme tous les virus, on peut très bien l'avoir et ne pas être malade. Ensuite, donc les traiter dès le dépistage avec la chloroquine et l'azithromycine pour diminuer la charge virale et donc la contagiosité du virus. Et évidemment, traiter d'urgence les gens qui ont des symptômes notamment pulmonaires, pas avec la chloroquine, mais avec les méthodes plutôt traditionnelles contre la pneumonie. C'est pour ça qu'on parle de respirateur. Il y a une assistance respiratoire pour les gens dont les poumons sont déjà déglingués par le virus et le système immunitaire qui essaie de se défendre, ou par les bactéries. Et là, à ce moment-là, c'est pas la chloroquine ni l'azithromycine, mais vraiment les méthodes traditionnelles contre la pneumonie notamment. Et puis laisser les Français vivre libres un peu. Bon, après, la plupart des gens acceptent le confinement sans se rebeller, bon, parce qu'ils se disent qu'effectivement le virus est dangereux et donc ils sont motivés par la peur que ça se propage et que la peur qu'ils soient eux-mêmes touchés ou que leurs proches soient touchés. Donc ça se comprend. Maintenant, dénoncer les autres, c'est assez moche. Et les insulter aussi. J'ai lu récemment qu'il y avait une famille qui était, je sais plus, dans les Alpes, qui faisait du ski de rando. Voilà, c'est pas bien. Ils étaient en train de prendre l'air, de faire du sport, ce qui est plutôt bon pour le système immunitaire. Mais voilà, donc les gendarmes n'ont pas réussi à les arrêter parce qu'ils étaient à ski et donc ils ont appelé le PGHM, donc un hélicoptère, etc. Enfin, le délire, quoi. Et sur Internet, ils se font massacrer, insulter, etc. Être précautionneux, ça n'empêche pas, voilà, c'est pas parce on peut sortir et prendre ses précautions, encore une distance, avoir un masque pour éviter de contaminer les autres. Le masque, la réalité, c'est que ça permet avant tout d'éviter de contaminer les autres. Parce que quand on fait il y a des postillons qui sortent et donc toutes les particules qui sortent dans l'air et notamment les virus. L'hygiène, bon, ça vous savez. Mais voilà, globalement, si vous êtes en bonne santé, il n'y a vraiment pas de quoi être inquiet. Vous pouvez très bien, de toute manière, les gens choperont quand même le virus parce que ça a été prouvé que le confinement, de toute manière, ne faisait que ralentir la propagation, mais n'empêchait pas la propagation. Donc il est probable qu'on finisse quasiment tous par l'avoir. C'est comme, je crois que l'herpès, c'est un 400e de la population, donc c'est énorme. Et la grippe, je ne sais pas combien il y a eu de millions de porteurs de la grippe, mais c'est énorme aussi. Donc il y aura certainement des millions de Français qui ont, et de gens dans le monde qui ont le virus, ou qui l'auront un jour. Mais voilà, on a plein de virus dans le corps. Et à partir du moment où on est en bonne santé, ça pose absolument aucun problème. Voilà. Et par contre, évidemment, si vous avez des symptômes par contre pulmonaires, vous voyez que c'est pas là, pas la gorge,
mais vraiment au niveau des bronches et des poumons, où là vous sentez quelque chose, là il faut vraiment aller effectivement aux urgences directes. Alors conséquence en France que je commence moi déjà à sentir parce que j'ai été contacté par des entrepreneurs. Donc il va y avoir des faillites d'entrepreneurs, plutôt les petits entrepreneurs, les commerçants, les entreprises individuelles, etc. Ce qui va générer avec la baisse de la consommation des faillites d'entreprises, donc du chômage. Avec les mesures de l'État qui va voir ses recettes diminuer, ses dépenses augmenter, donc on va avoir une explosion de la dette. Et comme vous l'avez remarqué, sauf pour ceux qui sont aveugles et qui veulent absolument justifier que les mesures totalitaires par la méchanceté du virus, voilà, on est dans un état totalitaire en France, mais pas qu'en France. Dans beaucoup de pays, en fait, c'est intéressant de voir justement la réaction des différents pays. Il y a quelques côtés positifs. On va pas voir que le côté négatif. Moins d'accidents de voiture, hein, forcément. Il y aura moins d'accidents de voiture pendant toute la durée du confinement. Mais il y aura peut-être plus d'accidents domestiques. Voilà. Donc peut-être que l'un compense l'autre. Moins de pollution, ça tout le monde l'a remarqué. Et ça par contre c'est extrêmement positif effectivement pour la Terre. Bon, en ce moment je suis à Boracay. Donc ils avaient déjà fermé l'île pendant 6 mois il y a 2 ans. Et puis donc là ça referme encore. Donc là les plages sont absolument magnifiques. L'eau est propre. Voilà, donc c'est agréable. On respire bien. Il y aura peut-être un sursaut de natalité puisque les gens en couple enfermés chez eux, peut-être que voilà, ils auront des idées. Et autre côté positif, c'est que les gens donc ne travaillant pas, étant chez eux avec Internet, ils passent plus de temps à se renseigner, certains même à se former et à s'éduquer. Donc il n'y a pas que des côtés négatifs, il y a aussi des côtés positifs, soyons objectifs. En conclusion, alors ça c'est la photo que j'ai prise cet après-midi. Il faut comprendre le monde. Pour moi, si vous voulez survivre au crash actuel et à venir, il faut absolument comprendre le monde, comment il fonctionne. Le collaborateur du docteur Raoult, il répétait je comprends pas, je comprends pas. Ben oui, il comprend pas parce qu'il n'a pas étudié. Il n'a toujours pas compris que ceux qui nous gouvernaient en avaient rien à foutre de notre pomme, de notre santé. Ils en ont absolument mais rien à cirer de notre santé, qu'elle soit financière, psychologique ou physique. Mais ils s'en battent le caramel. Ce qui les intéresse, c'est le contrôle. C'est le contrôle total sur la population. Maintenir les gens dans l'esclavagisme avec l'argent dette et le salariat. Et donc tant qu'on n'a pas compris ça, on ne comprend pas le monde et ce qui arrive et les événements qui arrivent. Et ce type d'événement, moi dès le premier jour, j'ai compris ce qui était en train de se passer parce que je m'y attendais en fait. Je l'ai même annoncé dans mon séminaire Investisseur Pro qu'il y aurait une pandémie, alors pas en 2020, je l'avais annoncé pour beaucoup plus tard, mais parce que ça, la pandémie, l'épidémie et pandémie que j'annonce, c'est une vraie, celle-là, c'est une vraie naturelle, c'est-à-dire que c'est la Terre qui se nettoie et donc qui va tuer vraiment beaucoup de gens. Alors que celle-là, l'origine du virus est quand même très douteuse. Et les réactions par rapport au virus, elles ne sont pas douteuses, mais elles montrent bien les objectifs de l'oligarchie qui nous gouverne, dont M. Macron et compagnie ne sont que des pantins. Hein, c'est pas eux qui décident en fait. Hein. Il y a eu beaucoup de trading d'insiders pour ceux que ça intéresse, notamment aux États-Unis, un certain nombre de politiques, mais aussi de gens fortunés qui ont vendu toutes leurs actions. Soit fin 2019, soit en janvier 2020. Donc ça aussi, ça fait partie des éléments qui démontrent que tout était su à l'avance. J'en parle aussi sur le bonus coronavirus d'une interview d'un insider qui annonçait il y a plus de 10 ans que la Chine serait attaquée par un virus et qu'elle prendrait froid. Et que ce virus se propagerait dans le monde. Voilà, il y a eu l'Event 201
qui a été fait il y a quelques mois et qui simulait donc également une pandémie. Donc il n'y a pas de hasard, si vous voulez, dans ces histoires. Et donc c'est pour ça que moi, dès que ça s'est annoncé en Chine, je me suis dit, ça sent la grosse arnaque, cette histoire. Et du coup, bah, j'en ai profité, j'ai gagné de l'argent avec, puisque j'ai shorté par exemple le Palladium. Et ça m'a rapporté quelques milliers d'euros. Voilà, donc il faut comprendre le monde. Moi, ça fait plus de 15 ans que j'étudie le sujet. Et donc je l'ai concentré dans une formation que j'appelle Bonus Géopolitique, qui est accessible pour les gens qui achètent ma formation. Pour ceux qui veulent s'informer sur tout ça, sur toutes ces manipulations, l'oligarchie, où est-ce qu'elle nous emmène, eh bien, vous pouvez également vous abonner au webinaire Investisseur Pro. C'est des webinaires que j'organise une fois par mois et où les participants donc, me posent toutes leurs questions, y compris les questions sur l'oligarchie et le fonctionnement du monde. Alors pourquoi tout ça c'est utile? C'est pas pour faire du complotisme, c'est simplement par pragmatisme. Pour moi, c'est ça me permet d'anticiper et de comprendre les événements et au lieu de les subir, les anticiper et de m'y préparer et d'être prêt en fait quand ils arrivent. Donc c'est pour ça que je vous ai mis la petite photo que j'ai prise cet après-midi. C'est pas pour vous narguer, quoique un petit peu quand même, notamment les 90% voilà, qui dénoncent les gens qui oseraient sortir prendre l'air pur. Moi, j'ose sortir prendre l'air pur. Alors, je suis sur une petite île tropicale. Et en ce moment, elle est complètement déserte. Donc, je ne sais même pas si j'ai le droit d'y m'y promener ou pas. Mais bon, apparemment, oui. Mais apparemment, je suis le seul. Je ne sais pas ce que font les autres gens, pourquoi ils restent chez eux. Donc, moi, je me balade sur cette plage déserte absolument magnifique où il n'y a personne. L'eau est très, très propre maintenant, le sable blanc, magnifique. Voilà. Et donc, je ne choisis pas mes destinations par hasard, si vous voulez. Je vis entre Bali et Boracay, donc l'île où je suis en ce moment. Parce que pour moi, ce sont des destinations qui sont bonnes pour l'avenir. Alors, plus Bali que Boracay, mais Boracay à court terme, sans aucun problème. Bali, j'aime bien parce que le président n'a pas arrêté l'économie indonésienne, parce que c'est un président qui est quand même issu, il me semble, d'un milieu modeste, et donc il comprend que s'il arrête l'économie, tous les gens pauvres, en fait, ils vont commencer à vraiment à crever de faim. Donc il sait très bien qu'il y aura plus de morts s'il arrête l'économie que si il laisse l'économie tourner. Voilà, donc ça me rassure beaucoup sur mon choix de Bali personnellement, de me dire qu'en tout cas pour l'instant, il y a un président qui est sérieux, qui a fait une analyse mesurée et sérieuse. Et voilà, donc ça ne va pas empêcher un certain nombre de mesures d'éviter évidemment que les gens soient trop les uns sur les autres, etc. Et d'éviter la propagation du virus. Mais globalement, il est mesuré dans ses réactions et dans ses décisions. Et donc ça permet à l'économie indonésienne de continuer à tourner, même si c'est au ralenti. Et donc ça permet aux gens de continuer à gagner le minimum nécessaire, au moins pour vivre et pour gagner de l'argent. Parce qu'il n'y a pas de chômage, il n'y a pas de chômage partiel en Indonésie. Voilà. Et il est en train de subir une pression internationale énorme, à la fois des expats, qui sont eux aussi à 90% pour la délation et pour enfermer tout le monde. Et au niveau, on remarque que la devise indonésienne est en train de chuter. Et donc je soupçonne un peu l'oligarchie financière internationale d'attaquer la devise indonésienne, qui est faible de toute manière, puisque l'Indonésie a des déficits à la fois de commerciaux et de paiement.
Mais voilà, ils sont en train d'attaquer la devise et en train de mettre une pression médiatique dingue avec toujours les petites photos qui circulent bien là sur Facebook, etc. Pour foutre la trouille aux gens et essayer que le président indonésien mette tout le monde en confinement comme en France, comme en Inde et comme pour un tiers de la population mondiale en ce moment. Et donc moi ça me rassure beaucoup en tout cas que ce président se défende et une approche mesurée et intelligente et qui soit dans l'intérêt du peuple. Voilà. Et j'aime beaucoup les Balinais qui sont très religieux, donc hindouistes. Et je peux vous dire qu'à Bali, la religion, ça passe largement avant le virus. Et donc, ils continuent à aller prier dans les temples, voilà, à faire tout ce qu'ils ont à faire. Et moi, ça me rassure énormément sur mon choix balinais. Les Philippines, c'est un peu différent. J'ai toujours pensé que les Philippines, c'était un bon endroit pour survivre. Parce que ils sont dans la survie totale. Tout le temps, même quand l'économie va bien et qu'il n'y a pas de virus, ils sont de toute manière tout le temps dans la survie. Et donc, ils sont capables de tout faire avec rien. Ils sont capables d'aller pêcher du poisson avec une barque et une rame. En réalité, ils sont vraiment capables de survivre à un effondrement total du monde. Et c'est pour ça que je me suis toujours dit, bah, c'est un pays où, effectivement, si le monde s'effondre, ça sera peut-être pas mal. Mais bon, par contre, le président, lui, c'est quand même, il a un côté dictateur, bah, comme Macron. Et donc, pour l'anecdote, je crois que je l'ai déjà raconté, je radote, mais c'est pas grave. Si vous êtes encore là, c'est que vous aimez bien m'écouter. Il y a 2 ans, donc, il avait fermé Boracay en prétextant que c'était trop pollué à Boracay, ce qui était vrai. Enfin, c'était pas trop pollué, c'est simplement que les hôtels avaient tendance à balancer leurs eaux usées dans la mer, au lieu d'utiliser des fosses septiques. Voilà. Et donc, c'est vrai que c'était un petit peu pollué, mais beaucoup moins que Manille, beaucoup moins que Paris et toutes les grandes villes du monde. On reste quand même sur une île tropicale de 10 km de long et 1 km de large, avec des palmiers, des cocotiers, donc il n'y a pas d'industrie, il y a un peu de trafic de mobylettes, mais voilà, pas grand-chose. Donc c'est pas vraiment pollué, puis en plus il y a du vent toute l'année quasiment. Mais voilà, donc il avait fermé l'île en état d'urgence pendant 6 mois, et puis derrière il a imposé tout un nombre de mesures totalitaires, notamment pour toutes les entreprises, où maintenant, pour fonctionner, il faut obtenir une vingtaine de permis du gouvernement, ce qui donne au gouvernement finalement la décision finale d'autoriser qui a le droit de faire du business ou pas sur cette île. Et ils ont imposé une restriction sur la circulation des gens. Donc maintenant, les touristes qui viennent à Boracay, ils doivent avoir une réservation dans un hôtel qui est officiellement agréé par le gouvernement. C'est-à-dire qu'un Philippin aujourd'hui ne peut pas venir sur l'île de Boracay s'il n'a pas une réservation dans un hôtel qui coûte trop cher pour lui. Et donc tout ça, moi je l'ai vu et je m'étais fait la réflexion que c'était une stratégie vraiment excellente, parce qu'inattaquable, parce qu'évidemment ils communiquent tout le temps sur l'environnement, la défense de l'environnement de Boracay, etc. Et du coup, bah, il n'y a personne qui peut attaquer ça, évidemment, mais par derrière, il met en place des mesures totalement totalitaires. Donc ça, il l'a fait en fin 2018 jusqu'à mi-2019. Et donc moi, je l'ai vécu en première ligne, puisque ma maison, bah, je dois obtenir une vingtaine de permis. Donc j'ai embauché quelqu'un pour obtenir les permis, et puis ça fait 1 an et demi qu'on est dessus. Et il nous manque encore le dernier permis, si vous voulez. Et donc je m'étais dit, ouais, ça c'est une super stratégie. Et donc quand j'ai vu le vaccin arriver, enfin pas le vaccin, le virus arriver, ouais, j'ai senti qu'ils allaient utiliser exactement la même stratégie, inattaquable. C'est-à-dire que le virus, bah, tout le monde en a peur. Et donc tout le monde est d'accord pour que le gouvernement, même c'est pas que tout le monde est d'accord, tout le monde réclame que le gouvernement agisse de manière très ferme. Donc c'est problème, réaction, solution. Et donc le gouvernement réagit avec des mesures totalitaires. Bon, je ne sais plus pourquoi je disais tout ça, mais en tout cas, voilà, la France a basculé, le monde entier même a basculé. On a basculé donc vers un totalitarisme
et une guerre qui ne porte pas son nom, hein. Quand Macron dit qu'il est en guerre, c'est pas contre le virus, puisqu'on voit que quand le docteur Raoult lui fournit une arme pour combattre le virus, il dit non. Donc il n'est pas du tout en guerre contre le virus, il est en guerre contre les libertés individuelles. Et, donc c'est pour ça que je dis que c'est une guerre qui ne porte pas son nom. Et que ce n'est que le début. Et donc un des biais de l'humanité, de l'être humain, c'est toujours d'espérer que le lendemain sera meilleur. Et c'est là où moi j'interviens et où je mets une claque à mes clients en leur disant non, non, demain ne sera pas meilleur. Là on a basculé sur une pente qui est bien descendante et qui va continuer de descendre jusqu'à l'enfer, si vous voulez. C'est comme en bourse, les gens, après un crash, ils espèrent toujours que ça remonte. Ou pendant le crash, ils espèrent que ça remonte. Et en fait, le crash, il crash beaucoup, beaucoup plus longtemps et beaucoup plus bas que les gens sont capables de supporter et imaginer. Et moi, je dis aux gens, non, non, une fois qu'on a basculé là, dans la pente, on va aller jusqu'au bout de la pente et jusqu'en bas. Et avant de rebondir, on va passer par une bonne période qui sera longue et difficile. Donc voilà, donc je vous invite à vous préparer à ça. Si vous avez envie d'être aidé, d'être accompagné par moi-même, eh ben, vous pouvez vous former, soit par mes formations, soit vous informer au travers de mes webinaires. Et donc je vous donne rendez-vous sur le site investisseurpro.com pour ça. Voilà. Merci et bon courage à tout le monde, à tous les Français et puis à tous les gens qui sont évidemment malades, mais à tous les autres qui subissent aussi la situation. Et même si je prévois qu'on est sur une pente bien descendante, bien longue et bien difficile, je crois quand même que l'individu dispose aujourd'hui en contrepartie des moyens de se former, de s'informer, d'agir, de bouger, et donc au moins de se sauver lui, même s'il ne peut pas sauver tout le monde, et notamment les 90% qui n'ont toujours pas compris ce qui était en train de se passer. Voilà, merci, à bientôt.